Alors, si vous voulez bien, on va essayer de commencer à l'heure. Donc, euh, Madame la directrice de Santé publique France, chers collègues et amis cliniciens, chercheurs, mesdames et messieurs du monde associatif, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, normalement, dans le programme, c'est marqué que c'est la directrice de la Santé publique France qui doit commencer protocolairement. C'est à elle de commencer avant moi, ce qui est le plus important que moi. Mais ce qu'on a défini avec Caroline ensemble en préparant la réunion, qu'on voulait absolument insister sur le fait qu'il s'agit d'une réunion autour de la recherche. Et comme c'est une réunion autour de la recherche, on a décidé que c'est plutôt le directeur de l'agence de recherche qui commence plutôt que la directrice de Santé publique France. C'est juste la raison, mais c'est une manière aussi pour moi de nouveau insister sur pourquoi on a fait cette réunion et je reviendrai là-dessus. Je suis aussi très heureux et contente de faire cette introduction avec Pauline Oustra, qui est président après J20. Je remercie beaucoup Pauline et l'ensemble des associations pour votre présence à cette journée. Et donc, vous avez compris, cette journée va être organisée en partenariat donc, avec Santé publique France, mais aussi avec la haute autorité de santé. Donc Pierre Gabache est déjà là, je le remercie. Et nous allons avoir aussi Lionel Colonnet, qui est directeur général de HAS, qui sera là toute la journée et qui fera la clôture, et que je remercie aussi. Nous, on connaît tous l'attente des personnes atteintes de Covid long, leur frustration d'avoir été mal diagnostiquées, de ne pas avoir eu un traitement approprié et parfois d'être malheureusement confronté à un certain scepticisme. Quand on ne comprend pas, on dit que ça n'existe pas. Donc, d'où notre volonté de organiser cette journée autour de la recherche sur le Covid long. C'est important parce que pour nous, c'est pas simplement pour vous dire finalement qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. C'est pour essayer d'organiser ensemble avec les chercheurs, avec les institutions, avec les patients, la manière dont on va avancer maintenant, à partir de maintenant, par la suite. Donc au cours de cette journée, on a cliniciens et chercheurs et associatifs qui vont présenter les avancées de leur étude sur les mécanismes sous-jacents qui permettront de mieux caractériser le syndrome de post-Covid. On va essayer de partager ensemble pour voir qu'est-ce qu'on sait, de comprendre les formes cliniques, d'améliorer le diagnostic. C'est vraiment notre objectif. Le suivi des patients a montré l'étendue de séquelles post-Covid. On reviendra. La grande diversité de ces syndromes post-infectieux qui recouvrent probablement des entités multiples et insuffisamment comprises, suggérant qu'il y a sans doute non pas un, mais plusieurs pathologies regroupées sur le terme Covid long. Et la recherche française et internationale a progressé, pas assez vite, je sais. Mais il est important de se parler pour essayer de repenser nos priorités, comme celle d'accorder une plus grande attention au Covid long, par exemple pédiatrique, où moi, je sais, personnellement, qu'on n'est pas bon, hein, même avant de faire cette journée-là. Et d'ailleurs, on peut discuter pourquoi, etc., mais c'est une des raisons de ma frustration à moi aussi. Il est temps de passer à une nouvelle étape de la recherche. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de dessiner les grands axes aujourd'hui. Et c'est vraiment, je voulais insister là-dessus, c'est le but de cette journée. Depuis 2021, l'ANRS, avec l'aide du ministère chargé de la Recherche, le ministère de la Santé, et ça au moment de Covid, et il faut l'insister, on a été accompagné à financer des projets sur Covid long. 8 projets en 2021, 3 millions d'euros, 19 projets pour 7,5 millions d'euros
par l'ANRS. Il faut aussi insister que la Fondation pour la recherche médicale, je ne sais pas s'ils sont là dans la salle, mais ils nous ont accompagnés. Je l'ai dit et je le redis, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et l'innovation et le ministère de la Santé. Et du coup, l'idée, c'est aussi de faire ce point-là aujourd'hui. Il faut savoir qu'on continue via des financements qu'on a par le DGES, mais aussi via les financements qu'on a dans le PEPR, maladies infectieuses émergentes, où encore il y a deux appels à projets qui vont venir, un qui vont venir et un qui est en cours, pardon. Mais il est important aussi pour nous d'aller chercher ensemble d'autres financements pour cette problématique importante. On a besoin d'une communauté scientifique investie autour de ce sujet et pas que sur le Covid long. L'idée, c'est à partir de la fin de la journée de voir comment on peut étendre ça en général les syndromes post-infectieux. On a aussi eu, via le ministère de la Recherche, notamment un financement pour les maladies vectorielles à tic, et un financement de 10 millions d'euros. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de renforcer cette recherche sur les syndromes post-infectieux, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, c'est important de commencer cette activité et ce travail ensemble, comme on l'a fait dans le passé avec le VIH. Mais moi, j'étais pas là, hein, mais au début de VIH, mais il y a des gens dans la salle que je connais, et c'est l'important de travailler ensemble, chercheurs, institutions, ministères et associations des patients et patients, c'est extrêmement important. Et il y aura d'autres éditions, bien sûr. À la fin de la journée, on aura, donc je vous ai dit, l'intervention de Marc Bartou, qui aura les enseignements à la fin de cette journée, pour essayer d'un peu résumer les choses. Et bien sûr, les interventions de la direction de l'HAS, que je remercie beaucoup pour leur présence, et de l'INSERM. Merci donc à votre présence nombreuse aujourd'hui ici, et aussi ne pas oublier, parce que maintenant on a aussi beaucoup de gens à distance, les demandes étaient nombreuses pour assister à cette journée. Malheureusement, on ne peut pas avoir tout le monde, donc c'est en hybride et il y a un nombre important de personnes qui sont là, que je les salue. Donc je passe la parole sans tarder d'abord à Caroline Sommaille, que je remercie beaucoup pour sa présence, et ensuite ça sera Pauline Oustra qui va finir. Merci, Caroline. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, je remercie Yazdan Pama d'avoir associé Santé publique France à cette journée recherche. Alors, nous le savons, hein, dès avril 2020, des personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 ont rapporté des symptômes persistants dans le temps, de nature diverse, en lien avec une affection qualifiée de Covid long. Mais il a fallu attendre octobre 2021 pour que l'OMS publie une définition reposant sur un consensus d'experts pour ce qu'elle a qualifié probablement de manière peut-être aussi pertinente d'affection post-Covid-19. Alors en 2022, Santé publique France a réalisé 2 enquêtes en population générale adulte pour mieux documenter le fardeau de cette affection en France, notamment en termes de prévalence et de caractéristiques des patients. La première enquête a été réalisée sur 27 000 personnes en mars 2022 avec la méthode des quotas. Elle a permis de fournir très rapidement une première estimation de la prévalence du Covid long, estimée à 4% selon la définition de l'OMS, ce qui représente 2 millions de personnes. La seconde étude, réalisée à l'automne 2022 sur un échantillon représentatif de 11 000 personnes, avec une méthodologie solide, a permis d'actualiser l'estimation du fardeau après la succession des grandes vagues d'infection aux variants Omicron et d'identifier des facteurs associés à l'affection. Elle a notamment permis de confirmer la prévalence de 4%. Alors, des résultats de cette étude seront présentés pendant la matinée, mais elle me donne l'occasion de rappeler
l'importance, dans une logique de continuum, de donner pour l'action, ce qui nous semble crucial à Santé publique France. Rappeler l'importance de disposer de bonnes connaissances épidémiologiques sur le Covid long, comme pour n'importe quel phénomène de santé, afin de quantifier le fardeau en population. Les chiffres sont indispensables pour rendre visible une problématique. D'identifier aussi les groupes à risque, les déterminants, les facteurs de risque, afin de mieux définir, piloter et évaluer les politiques de santé publique. Ainsi, sous l'angle social, nous n'oublions pas que le Covid-19 a aussi frappé des populations de façon très inégale, affectant particulièrement les sujets socialement défavorisés, comme certains de nos travaux l'ont démontré. Alors, évidemment, l'épidémiologie n'identifie pas les causes au sens biologique, n'éclaire pas comment les choses se passent au plan physiopathologique, surtout pour un phénomène que l'on perçoit complexe comme le Covid long. Mais elle permet de préciser le poids de ces déterminants et les facteurs de risque sur lesquels il est possible d'agir, et de fournir des hypothèses qu'ensuite les cliniciens et les biologistes peuvent s'en saisir. Pour le cancer du poumon, par exemple, il s'est passé beaucoup de temps entre la mise en évidence du rôle du tabagisme par les épidémiologistes et l'explication des phénomènes de cancérogénèse qui lui sont liés. Mais rapidement, et avant de bien comprendre la physiopathologie, il avait été admis qu'il est important de limiter le tabagisme pour réduire le fardeau du cancer du poumon. Et c'est ce qui s'est passé avec des actions de santé publique bien avant que l'on puisse éclairer la cancérogénèse du cancer du poumon. Alors, pour le Covid long, l'épidémiologie a déjà pu identifier plusieurs groupes à risque, les femmes, les personnes en âge de travailler, celles présentant certaines comorbidités, dont on connaît d'ailleurs la distribution socialement différenciée dans cette population. Mais on a aussi pu déterminer des périodes plus à risque, comme la première vague d'infection. Et la physiopathologie permettra sans doute un jour de comprendre pourquoi et comment ces premières vagues ont eu tellement d'impact. Alors nous savons aussi que le Covid long a eu un impact sur la vie professionnelle, pouvant conduire à une désinsertion professionnelle, à une rechute à chaque reprise du travail, et des travaux de Santé publique France qui ont été menés sur des cohortes de travailleurs seront bientôt publics et publiés, et nous vous en ferons part très très rapidement. Alors, on sait aussi que l'on peut contribuer à réduire le fardeau du Covid long avec la vaccination du SARS-CoV-2, de réduire le nombre de nouveaux cas, et celle-ci, bien sûr, doit être activement encouragée pour les personnes les plus à risque, avec une attention particulière pour les personnes ayant le moins accès à la vaccination. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner qu'aujourd'hui, nous lançons la grande campagne de vaccination grippe Covid. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne pourrai pas rester avec vous toute la journée, puisque je dois lancer avec le ministère de la Santé et l'assurance maladie la conférence de presse sur le lancement de la campagne grippe Covid. Et aujourd'hui, on sait que la vaccination pour le Covid est encore très largement insuffisante. Chez les plus de 65 ans, on n'a que 30% des personnes qui sont vaccinées pour le Covid. Et enfin, je voudrais juste terminer sur le fait que ces connaissances acquises sur le Covid long doivent absolument nous servir, et c'est vraiment une des leçons importantes, à alimenter les prochaines pandémies. Nous le savons tous, infectiologues ici, qu'il y aura des prochaines pandémies. Donc il est important de comprendre ce qui s'est passé avec le Covid, d'améliorer la réponse aux risques d'émergence secondaire de forme longue, comme on l'a vu avec le Covid long, et de préparer notre système de santé à une prise en charge à plus long terme de ces pathologies. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Caroline. Et merci pour votre engagement et votre présence. Je pense que c'est très important. Et toute la journée, Santé publique France sera là. Maintenant, alors, je suis revenu pour bien la présenter parce que je vais écorcher le nom. Donc, Pierre l'a vu. Hein. Donc, je suis désolé. Mais vraiment, c'est avec Pauline Austric, donc c'est présidente de Après J20. Maintenant, on se parle depuis 2021. Et je pense que la présence des associations
c'est fondamental. Après Givin, mais aussi Winslow, mais aussi Actop maintenant qui s'est impliqué. Donc merci pour votre présence et merci pour votre engagement. Merci beaucoup Yazdan. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour l'organisation de cette journée sur le Covid long. Et puis rappelons-le encore, aujourd'hui ce sont plus de 2 millions de Français qui souffrent de Covid long. 36 millions en Europe et 400 millions dans le monde. Ces chiffres, comme l'a déjà très bien rappelé Caroline Semaille, sont indispensables pour appréhender l'ampleur du Covid long sur la société, les malades, les aidants, le travail et le système de santé. Mais au-delà de ces chiffres, car nous ne sommes pas des chiffres, nous ne soignons pas des chiffres, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui veulent être entendus et surtout être acteurs de leurs soins, de la recherche. Et aujourd'hui, je porte leur voix devant vous. Après 4 ans de maladie, nos besoins ont évolué. Nous, les patients, avons besoin en urgence de reconnaissance. Que la reconnaissance du Covid long, établie, rappelons-le, officiellement par les autorités internationales et nationales, se traduise concrètement sur le terrain. Trop de patients se voient encore refuser leur affection de longue durée, leur congé de longue durée ou de longue maladie. Beaucoup trop encore sombrent dans la précarité, faute de dispositifs sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels adaptés à cette maladie. Nous, les patients, avons besoin en urgence de soins. Que les recommandations de la HAS concernant les parcours de soins soient appliquées sur tout le territoire, car il nous faut une prise en soins pluridisciplinaire qui allie le médical et le social. Cela passe par exemple par la formation des professionnels de santé en impliquant les patients. Des initiatives existent déjà, comme le développement professionnel continu, DPC, pour les médecins généralistes, auquel nous avons contribué avec le docteur Salmon pour faire en sorte que plus un malade ne soit encore éconduit par des professionnels de santé qui ne croient pas au Covid long, faute de formation adaptée. Nous, les patients, avons besoin en urgence de recherche. Que les recherches sur les causes et les traitements du Covid long soient vraiment priorisées. Nous appelons à une application accrue des patients dans les projets de recherche pour optimiser les prises en soins et les traitements. Si la définition du Covid long va nécessairement être affinée, la priorité n'est plus aujourd'hui de définir la maladie, mais de rendre cette définition opérationnelle pour le soin, pour la recherche. Il faut donc travailler à partir d'une définition englobante qui prenne en compte le caractère multisystémique, fluctuant et prolongé de la maladie. Par conséquent, il faut envisager la pluralité des mécanismes du Covid long, car nous savons très bien maintenant qu'un ensemble de traitements et de prises en soins thérapeutiques seront nécessaires pour le rétablissement, voire la guérison des malades. Nous avons aussi besoin de recherche pour mesurer les conséquences de la maladie pour les malades, leurs familles et pour la société, grâce à notamment un suivi sur le long terme. Enfin, nous avons besoin de recherche permettant d'identifier les parcours de soins qui sont les plus efficaces, en particulier en ce qui concerne les symptômes trop souvent oubliés, les symptômes digestifs, cognitifs, mais aussi les symptômes sur le développement cérébral des enfants. Car, ne l'oublions pas, le Covid long pédiatrique est trop souvent négligé. En tant que patients, nous avons un rôle clé à jouer pour améliorer l'efficacité de la recherche et promouvoir la démocratie sanitaire. Comment, me diriez-vous ? Eh bien, en faisant émerger les sujets de recherche qui répondent le plus aux besoins des patients, les besoins les plus urgents. En contribuant aussi à améliorer les protocoles de recherche, grâce au savoir expérientiel des patients. En participant aussi à l'élaboration d'outils adaptés. Par exemple, des questionnaires qui non seulement rendent compte de notre fatigabilité et de nos troubles cognitifs, mais qui aussi les prennent en compte. En facilitant le recrutement via les associations de patients, nous pouvons accélérer ces avancées. Pour conclure, nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin que les autorités, les chercheurs, les professionnels de santé travaillent ensemble avec les patients. Nous appelons ainsi au lancement rapide de la Société francophone sur le Covid long, en cours de réflexion, pour accélérer ces collaborations avec les patients, les médecins, les professionnels, les chercheurs. La recherche a besoin de temps, et nous, les malades, le comprenons. Cependant, le temps est un luxe que beaucoup d'entre nous n'ont plus. 4 ans, c'est très long. Les adultes arrivent en fin de droit. Les enfants sont privés de leur jeunesse et de leur éducation. Depuis 4 ans, nous, les patients, nous sommes rassemblés et nous agissons. Aujourd'hui, il faut absolument un changement dans la perception du Covid long, mais aussi dans la manière dont nous abordons la recherche et les soins, et dans la reconnaissance du rôle central des patients dans la recherche. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les malades du Covid long, adultes comme enfants, retrouvent l'espoir d'une vie normale. Merci à vous.